Au-delà de l'aspect purement footballistique, comment vous vivez cette expérience, comment vous voyez à l'approche de l'échéance de ce match, les sensations de votre groupe, les sensations du staff et la vôtre personnellement? Merci. Ben ouais, au-delà du football, on a tout à fait conscience de l'aspect historique du match, puisque déjà c'est la première rencontre entre l'Algérie et Djibouti. C'est seulement la deuxième fois que Djibouti participe à des phases qualificatives de Cannes ou de Coupe du Monde, donc c'est très peu. On a beaucoup de recul aussi par rapport à l'aspect résultat, parce que la sélection a été arrêtée plusieurs fois, notamment entre 2017 et 2019, pendant 2 ans, avec certains des joueurs actuels qui donc pendant 2 ans n'ont pas pu s'exprimer et vivre de telles rencontres. Nous on le vit, de toute façon il y a 2 manières de le vivre, soit on a peur, soit on profite. Là on sait qu'on est le petit poussé face au gros d'Afrique, voire une des meilleures équipes du monde. Ça on le verra à la Coupe du Monde. Donc nous, on mesure la chance qu'on a de se confronter aux meilleurs. Et que ce soit le staff, parce qu'on est un staff très jeune, l'équipe qui est très jeune, il n'y a qu'un seul trentenaire dans l'équipe, c'est le monsieur à côté de moi, donc on a une équipe très jeune, inexpérimentée à ce niveau-là, et dont 90% de l'effectif joue dans le championnat djiboutien, qui est un championnat amateur. Donc, comme je leur ai dit, c'était assez inespéré de pouvoir jouer les meilleurs du monde. Je ne sais pas à quelle occasion un joueur djiboutien aurait pu rencontrer un joueur de Première Ligue ou de Liga espagnole ou de Ligue 1 française. Voilà. Et moi aussi personnellement, puisque vous m'avez posé la question, moi j'ai 39 ans, donc je suis un très jeune sélectionneur. Et si on connaît un petit peu mon parcours, effectivement, c'est pour moi, pas dire inespéré, parce que j'ai tout fait pour connaître des matchs comme ça, mais ça vient peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Donc non, on aborde ce match-là, avec la joie de le disputer. Et puis en plus, si on met dans la perspective du climat actuel mondial, où il y a une pandémie, on a des catastrophes, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de reculer. Voilà, donc l'état d'esprit, c'est qu'on est impatient de le jouer et qu'on va vraiment profiter et savourer chaque instant de ce match. Salam alaikum, Ardo Mahdaoui, journaliste d'El Hayy TV. Déjà, on vous souhaite la bienvenue en Algérie. Une question par rapport à ce match. Vous avez sûrement supervisé les joueurs de l'équipe nationale algérienne. Est-ce que vous ne craignez pas les individualités de l'équipe nationale algérienne? Et une question pour le capitaine. Quelles sont vos envies pour cette équipe? Surtout que vous avez un rêve, c'est de le réaliser, c'est de qualifier en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si on est ici, c'est pour gagner. Donc notre sensation est tellement forte, même si on est une petite poussée contre l'équipe d'Algérie. Mais nous sommes là pour faire quelque chose et quelque chose de bien. Oui, concernant les individualités, je serais un peu stupide de ne pas les craindre. Donc oui, effectivement, on a étudié l'adversaire avec le staff, notamment mon analyste vidéo qui est derrière vous, Florent Tonuti. En fait, on a préparé le match comme tous les matchs, comme quand on a joué Eswatini ou la Gambie ou n'importe quel match. Voilà, ni plus ni moins. J'ai pas voulu sacraliser l'adversaire ni en faire des tonnes. De toute façon, ils sont pas bêtes, ils regardent le foot comme tout le monde, ils connaissent les joueurs. Donc voilà. Ouais, les craindre bien sûr, mais après ça reste des humains, sans vouloir être péjoratif. Quand on connaît les points forts et les points faibles, une forte individualité, elle a des préférences quand même. S'orienter de tel côté, prendre le ballon plutôt avec tel pied, faire plutôt tel appel. Donc on étudie ça et puis donc on va dire que ce sont leurs forces. Et donc nous on essaye de minimiser leurs forces. Voilà. Après, est-ce qu'on va y arriver? Un peu, beaucoup? Ça on verra. Bonjour coach, salam alaikum. Abdullah, Salam TV. Vous êtes un jeune entraîneur ainsi que le sélectionneur Jamal Belmadi qui n'a pas perdu 27 matchs consécutifs. Pensez-vous que ce match serait spécial pour vous?
Pour moi personnellement ou pour Oui. nous Pour moi personnellement Oui, Oui, bien sûr que c'est un match spécial pour moi. C'est le meilleur adversaire que personnellement j'ai rencontré dans ma vie. Donc oui, c'est un moment spécial. Et en plus, au-delà de ça, bon, je l'ai déjà dit dans certaines interviews, mais moi j'ai une sensibilité et une affection pour le football algérien et les joueurs algériens. Donc ça me fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'avoir l'Algérie au tirage, de voir qu'on allait les disputer. Et ouais, forcément que c'est spécial, mais pour moi c'est le début d'un chemin. C'est pas une apothéose, pas du tout. Moi je le prends comme maintenant mon futur proche et à moyen terme, ça va être d'affronter des équipes, on va dire, de ce calibre. C'est comme ça que je le prends. Donc ça nous permet moi personnellement, puisque vous me posez la question à moi, de prendre de l'expérience par rapport à ces équipes-là. Et puis les joueurs aussi, ça va être la même chose. Puisqu'on joue les meilleurs, regardons ce qu'ils font, ce qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Bonsoir coach, Julien Amna. Abdelkbir, journaliste de l'Haddaf TV. Quand on rencontre les grands, toujours la préparation psychologique elle est très très importante pour vos joueurs. Avez-vous travaillé sur ce plan-là? Oui ou non? Merci. En fait, c'est le match le moins difficile à préparer, parce qu'il n'y a pas à motiver les joueurs. S'ils ne sont pas motivés pour ce match-là, il faut qu'ils arrêtent de jouer au foot. Non, j'ai pas mis l'accent plus que ça sur l'aspect psychologique, dans le sens faire attention à l'appréhension, des trucs comme ça. Non, franchement, c'est le match où on a le moins de pression, puisque tout le monde pense connaître le résultat d'avance. Donc en fait, la seule pression, c'est ce que les joueurs vont se mettre individuellement, à quel point ils vont vouloir être bons et se montrer individuellement, parce que là, c'est le monde entier qui va les regarder. Voilà, mais on sait à quoi s'attendre, donc c'est un match facile à préparer, parce que les joueurs, on les connaît, on les voit, c'est très facile de les voir jouer, de regarder les matchs, puisqu'ils jouent tous dans des grands clubs. Donc franchement, ça a été assez facile à préparer. Il n'y a pas eu, j'ai pas senti de crainte ou de peur. Je sens de l'impatience. Surtout que le match a été repoussé plusieurs fois. Ça fait 1 an et demi qu'on connaît le tirage. Ça fait 2 ans qu'on s'est qualifié. Donc maintenant, je pense qu'il y a les fourmis dans les jambes et il faut le disputer. Salut coach, Mehan Mezahi, je suis en train d'écrire un article pour New Frame. Avec l'exemple d'Arta Solar 7, vos résultats positifs contre la Gambie, le Liban et Swatini, et sachant que le président de la fédération, il est aussi vice-président de la CAF, est-ce qu'on peut dire que le football djiboutien est vraiment en train de progresser? Et est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets? Et la dernière question, est-ce que c'est au niveau superficiel avec les équipes nationales ou c'est aussi au grassroots level en bas? Et je n'ai pas compris ta dernière phrase. Est-ce qu'il y a un investissement vraiment avec est-ce que c'est au niveau superficiel, de top, de national teams, tout ça, ou est-ce que aussi dans des infrastructures au grassroots? Et la même question pour les joueurs, s'il vous plaît, s'il a pu voir des progressions dans le football djiboutien ces dernières années. Merci. Je vais laisser le capitaine répondre, puisqu'en plus il joue à Arta Solar 7. Oui, je peux dire que depuis certains temps, le football djiboutien, ça progresse. Vu mon club actuel, qui est Arta Solar 7, puisqu'il y a des joueurs internationaux qui évoluent en Europe, qui sont là, comme Alexandre Sok, Idriss Carlos Kamini. Donc ça se voit que le football djiboutien a évolué, mais ça ne restait pas sur le club, mais à l'équipe nationale aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de résultats, mais depuis 2019, on voit que l'équipe nationale a évolué et qu'il y a des résultats positifs. Oui, je dirais que de toute façon, c'est un football qui ne pouvait que progresser. Hein. Ça partait de très très bas. Et puis comme je l'ai dit, 2019, ça faisait 2 ans que l'équipe nationale était arrêtée. Donc quand il n'y a pas d'équipe, ça ne peut que progresser. La réussite d'Arta Solar 7, elle est un petit peu à part parce qu'ils ont un président très ambitieux à la tête. Donc bien sûr que c'est une équipe qui joue dans le championnat djiboutien, mais c'est une exception.
dans la manière dont ils sont structurés, organisés, ils sont vraiment carrés, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs là-bas. Après, tu as parlé d'infrastructure, et bon, comme vous le savez, notre stade n'a pas été homologué, donc ça c'est aussi un axe d'amélioration, et c'est une grande tristesse pour nous, pour les joueurs et pour nous, parce que on aurait vraiment voulu offrir à nos supporters djiboutiens tous ces grands joueurs algériens, burkinabés, à Djibouti. C'était un des objectifs, et si on était si heureux de se qualifier, c'était parce qu'on se disait on va pouvoir amener une ou deux grosses équipes africaines dans notre pays. Donc là, il y a des axes d'amélioration effectivement dans les infrastructures. Il y a une académie qui va ouvrir. Il n'y a jamais eu ni un centre de formation ni une académie à Djibouti, ce qui veut dire que oui, de fédéral. Ouais, avec c'est un plan FIFA quoi. Donc ça va être une grande amélioration, puisque jusqu'à présent, le joueur djiboutien, il apprenait le foot quand il était enfant, adolescent, dans la rue. Et après, il se fait repérer dans des matchs de quartier, puis il va dans un club de D2, puis de D1. Mais les bases tactiques et mentales, c'est-à-dire l'appréhension de la compétition, comment on se prépare pour un match, et puis après, les bases tactiques, quoi, la zone, tout ça, ils les avaient pas. Même des joueurs... quand j'arrive, moi, de première division djiboutienne. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il n'y a jamais eu d'école de football, d'académie. Donc, quand cette académie va ouvrir, je crois que c'est à la fin de l'année, ça sera déjà un grand pas en avant. Et puis après, il restera deux axes pour moi. La structuration des clubs, qui au moins 3 clubs vraiment bien structurés, qui puissent voir sur le long terme, et que des joueurs s'exportent. Que des joueurs djiboutiens aillent dans des meilleurs championnats africains d'abord pour commencer, je sais pas, dans les 5-6 meilleurs championnats africains, et puis après pourquoi pas l'Europe avec les jeunes générations qui arrivent. C'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de jeunes dans l'équipe en espérant que certains se fassent repérer. Bonjour coach, c'est Mohamed Kourachi, journaliste de Nahar TV. Coach, comme vous savez sûrement, il y a un record de 27 matchs sans défaite pour l'équipe nationale d'Algérie. Justement, est-ce que ça rentre dans vos objectifs de faire un arrêt ou stopper cette belle série? Toute équipe qui va jouer l'Algérie aura comme premier objectif de l'arrêter. C'est ce que n'importe quel coach va dire, et il va commencer sa causerie par ça. C'est obligé, c'est motivant quand vous êtes compétiteur. Vous voulez faire quelque chose que personne n'a fait. Donc là, ça fait 27 matchs que personne ne les a battus. Donc vous dites, tiens, on peut faire un truc que personne n'a fait depuis 27 matchs. Voilà. Donc après, nous, on a peut-être que 1 ou 2% de chance d'y arriver, mais on va s'y raccrocher et puis on va tout faire pour que ces 1 ou 2% de chance, on les saisisse. Pardon ? Ça va pas être facile. Bien sûr que ça va